Bienvenue à compte complet de notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Analyserons en compagnie de Marc Griffin. Ça s'en vient à grands pas. On est déjà, quoi, ça fait 3 semaines que les camps d'entraînement ont commencé. Marc, avant de parler de l'actualité dans le monde du baseball, en début de semaine, on a appris une mauvaise nouvelle qui touche le baseball canadien, le baseball du Nouveau-Brunswick, le baseball québécois un peu à quelque part. Hérald Cormier qui est décédé. Marc, tu l'as beaucoup connu. Marc Cormier, tu as été très sollicité au cours des dernières heures là, pour en parler, mais la première question, c'est plus sur le plan personnel. Qu'est-ce que tu retiens de Réal Cormier? Parce que tu lis les commentaires, les anciens coéquipiers, les gens qui l'ont couvert, il n'y a rien de négatif sur Réal Cormier. Peut-être je dirais même un des athlètes les plus humbles à avoir joué dans le baseball majeur des années 90-2000. Il n'y a pas une once de méchanceté dans Réal Cormier. Alain, c'était vraiment un gars très, très franc. Lui, la priorité dans sa vie, c'était sa famille. Oui, il a eu du succès au baseball. Oui, il a fait, tu sais, il a accompli des choses incroyables, mais chaque décision était prise en considération avec sa famille. C'est vraiment un homme de famille, un coéquipier extraordinaire. Écoute, moi, ça me bouleverse, là, ces nombreux décès-là au cours des quelques dernières semaines. Ça vient me chercher. Réal qui, bon, non seulement a connu une brillante carrière, Alain, tu le sais, il a 19 saisons dans le baseball professionnel, 16 au niveau des ligues majeures. Ça, c'est sans compter ce qu'il a accompli au niveau amateur. C'est un gars qui a lancé probablement un des matchs les plus importants de l'histoire du baseball canadien. Bon, parce que c'est lui qui avait lancé le match, une espèce de match ultime contre l'Italie. C'était présenté à Cuba, qui permettait donc, si le Canada gagnait ce match-là, officiellement avait sa place à Séoul en 1988. Et c'est Ral Cormier qui avait la balle pour amorcer le match. Il a lancé un match extraordinaire, avait donné seulement un seul point aux Italiens. Réal, finalement, donc, on lui en doit tous une de nous avoir permis de se Oui. rendre un peu aux Jeux olympiques par la suite. Et ça a été évidemment un gars qui savait, Alain, où il s'en allait. Parce que moi, je me souviens, et toi, tu t'en rappelles sûrement, les joueurs canadiens à mon époque étaient des joueurs autonomes et n'avaient pas à passer par, on n'avait pas à passer par le repêchage. Sauf que si tu décides d'aller jouer au baseball aux États-Unis, donc dans un collège américain, là, inévitablement, tu devais passer par le repêchage. Et Réal, qui, bon, plusieurs voulaient le garder au Canada, évidemment, a dit non, moi, je m'en vais dans le Rhode Island, je m'en vais dans un collège américain, je vais me faire repêcher, je veux passer par où on passe normalement. Et évidemment, il a été un choix des Cards de Saint-Louis. Il a été très bon et par la suite, ben, on connaît pardon, la suite des choses. Oui. Écoute, juste rappeler un petit peu la carrière. Tu as parlé de sa carrière amateur, repêché par les Cards de Saint-Louis. Je pense qu'on oublie que c'était un gros, gros prospect avec les Cards de Saint-Louis. Ben, tu as grandi avec, tu as eu l'occasion de jouer contre lui dans la Ligue de la Floride Exact. notamment. C'était un gros, gros prospect. Par la suite, s'est amené bon, à Boston. Par la suite, avec les Expos de Montréal, sa carrière de partant a pris fin avec une blessure au coude quand il était avec les Expos de Montréal. Et moi, il y a une saison que je retiens, et je, écoute, en 2003, puis c'est assez ironique, Marc, il était releveur. Et cette année-là, avec les Phillies, il terminait avec un dossier de 8 victoires, aucune défaite. C'était pas des défaites des victoires de vautours, là, avec une moyenne de points mérités en bas de 2. Tu Ouais. sais, la fameuse statistique que j'utilise de plus en plus pour évaluer les releveurs, là, le fameux win probability added, sur lequel on pourra peut-être s'attarder éventuellement, là. Il a fini deuxième dans la Ligue nationale. Et je te donne en mille qui avait fini premier, Éric Gagné. Donc, tu vois, ça a été vraiment la meilleure saison de Réal Cormier dans le baseball majeur. Euh, Écoute, je savais, Et Alain, très peu de gens savaient qu'il était malade. ben, écoute, Alain, ben, tu fais bien de le mentionner. Je reviens juste rapidement à sa blessure qu'il avait subie avec Mhm. les Expos. Et à l'époque, on disait que c'était une blessure qui pourrait, qui pourrait mettre fin même à sa carrière, parce que là, c'était une Mhm. blessure assez grave. On ne sait pas trop trop, mais Réal avait d'autres plans. Il a lancé près de 10 ans encore par la suite comme releveur Ouais. après cette fameuse blessure. Donc, ça vous donne une idée à quel point il était déterminé. Mais écoute, pour avoir parlé à quelques Acadiens depuis l'annonce de son décès, il tenait à garder ça très discret. C'est pas lui qui voulait aller sur la place publique. Il voulait vaincre, évidemment, euh, et être en mesure de passer au travers. Ça n'a malheureusement pas été le cas.
Bouleversant, c'est bouleversant. Ce gars-là, comme je l'ai dit tantôt, n'avait pas une once de méchanceté. Une brillante carrière. Il ne faut pas oublier que c'est toute une histoire. Là. Ça, c'est le gars qui arrive d'un endroit. Il n'y a pas de joueurs de baseball là, qui proviennent de cet endroit-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes organisées tant que ça. Et lui, ben, écoute, il a passé au travers et, comme on l'a mentionné, bon, on s'est démarqué par la suite, mais il a vraiment fait son chemin. C'est pas lui, c'est pas personne d'autre là, qui l'a aidé. Là, c'est lui qui a frayé son chemin et qui en a fait une carrière de près de 16 saisons dans le baseball majeur. C'est exceptionnel comme histoire, mais qui malheureusement se termine beaucoup trop tôt. Oui, ici, j'ai une dernière question sur Réal Cormier. Marc, comme lanceur, c'était quoi son répertoire? C'était quoi ses forces, si on parle strictement là, du point de vue baseball? Là? Lorsqu'il était lanceur partant, c'est pas une rapide puissante qu'il avait, mais tu sais, l'expression Alain, qu'on utilise, une rapide lourde. Il y avait quelque chose de lourd dans cette balle rapide qui avait un peu un effet tombante également, cette balle rapide tombante. Surtout face au gaucher, c'était vraiment fatigant. Il a développé cette fameuse balle glissante, surtout plus tard dans sa carrière, lorsqu'il est devenu releveur. Cette espèce de releveur gaucher, expert gaucher, où là, il est devenu un peu ce qu'on appelle, Alain, dans le jargon, le sinker slider. Tu sais, tu peux lancer ta balle rapide tombante et revenir avec une glissante. C'est un gars qui a, oui, développé un changement de vitesse, mais c'est surtout les deux premiers titres dont j'ai fait mention qui ont fait que Réal est devenu. Et son contrôle, j'ajouterais qu'il avait un contrôle euh, vraiment exceptionnel très tôt dans sa carrière. Tu parlais lorsqu'il était avec les Cards de Saint-Louis. Écoute, il était un lanceur dominant partout dans la Ligue de la Floride à l'époque. Personne ne voulait affronter Réal Cormier. Non seulement, bon, il était solide, brisait des bâtons, mais avait un contrôle impeccable. Alors, écoute, c'est pas un gars qui avait un gros gabarit non plus, là, mais il faisait le travail. Puis, écoute, pour avoir. Et combien de lanceurs ont réussi à avoir des carrières de 16 saisons? Alain? Il n'y en a pas une tonne. Réal Cormier, Ouais. elle l'a réussi. Lui. Il a fait partie de l'âge d'or du baseball au Nouveau-Brunswick. Il y en avait trois en même temps à un certain moment. Les trois ont brillé. Matt Stairs, que tu as connu, que tu as côtoyé, et Ouais, Jason Dixon, qui s'est retrouvé au match des étoiles exact. à un moment donné, dont la carrière a été trop courte aussi. Et petite anecdote sur Réal Cormier. Bon, évidemment, les Expos avaient l'œil dessus. Un autre qu'on a mal évalué. Oh, c'est pas la première fois dans le cas des Expos, n'est-ce pas? Mais avant la saison 92, après la saison 91, là, écoute, les Expos le voulaient. On le savait que c'était un gros prospect. Et quand on a échangé Andrés Galarraga aux Cards de Saint-Louis, le lanceur que les Expos voulaient était Réal Cormier. Réal. Les Ouais. Cards ont refusé de lui donner et à la place, on lui a donné Ken Hill. Ça a tourné quand même pas mal pour les Expos de Montréal, mais c'est pour te donner une idée jusqu'à quel point on avait Réal Cormier en haute estime. Si les Expos l'avaient en haute estime de cette façon-là, imaginez les Cars de Saint-Louis. C'est drôle, hein? Puis on va terminer là-dessus, là, mais une Oui, anecdote, là, lorsqu'on jouait contre lui, justement, dans la Ligue de la Floride, je parlais qu'il dominait carrément. oui. Et à un moment donné, il nous affronte à Vero Beach et on l'a cogné. On l'a cogné, pas pire. Et après le match, dans son accent acadien fort sympathique, que j'avais parfois un peu de misère à déceler, mais bon, il disait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Puis notre joueur, le deuxième but qui s'appelle toujours Matt Howard, à l'époque, Mhm. avait détecté que Réal, lorsqu'il s'installait, Alain, c'est le fameux, lorsque un lanceur donne pratiquement le tir qu'il va effectuer, c'est que lorsqu'il lançait la balle rapide, là, tu voyais son doigt de cette façon-là, et les balles à effet, whoop, le doigt était à côté sur son gant, d'affaire aussi banale, et bon, finalement, on l'a connu. J'ai été bon joueur, je l'ai dit à Réal après le Oui, match, même si on allait l'affronter plus tard en saison. Et c'est quelque chose. Tu sais, c'est le genre de gars qui m'a remercié tout le restant. À chaque fois qu'on s'est vu par la ah suite, oui. il me remerciait toujours. Hey, merci Marc, ça va aider. Puis, bon. Alors, vraiment, lourde perte pour Oui, le monde du baseball, la planète baseball. Quel triste. Et tu sais rapidement que oui. lors de la dernière sortie de Derek Aucoin, c'est qu'il était venu en relais avec qui? À Réal Cormier. Ah, tiens, tiens, tiens. Oui, le sort fait les choses d'une bien drôle de façon. Donc, chapeau, M. Cormier, merci pour ces beaux moments pendant une longue carrière. Maintenant, dans ce qui se passe sur le terrain, dans les camps d'entraînement et hors du terrain, je pense qu'on n'a pas le choix d'appeler les choses par leur nom. Encore les Indiens de Cleveland, Marc. Tu te rappelles, l'année passée, ça a coûté l'emploi à Mike Clevenger pour
rappeler Mike Clevenger qui avait fait preuve de beaucoup d'indiscipline à un point tel que les joueurs des Indiens ne le voulaient même plus à l'intérieur de l'équipe. Je me rappelle de la sortie d'Oliver Perez Ouais. devant tous ses coéquipiers. S'il revient dans le club, moi, je m'en vais. C'était aussi clair que ça. Faut se rappeler qu'il y avait Carlos Carrasco qui avait eu des ennuis de santé, revenait de la leucémie. Tu avais Terry Francona qui n'a pas terminé la saison en raison de problèmes de santé. Puis là, c'est Franmil Reyes et José Ramirez. Bon, il y en a un qui s'est fait couper les cheveux et les deux ont décidé d'aller dans un resto fermé par la suite, ce qui est contre les règles protocole. On n'a pas tergiversé, Marc. Ça a été, sans dire des sanctions, mais on les a écartés immédiatement de l'ensemble de l'équipe. Écoute, Alain, c'est pas le temps d'avoir un laisser-aller dans tout ça, là. C'est des camps d'entraînement, c'est pas terminé cette pandémie. Je sais que parfois on a l'impression, bon, les cas diminuent, il fait beau dehors, ça devrait pas être si pire que ça. Je pense qu'il faut garder une bonne discipline. Le baseball majeur est très sérieux. Et lorsque les deux joueurs qui ont manifesté, en fait, l'ont mentionné eux-mêmes là, que ils avaient brisé un petit peu le fameux code. Eh bien, on a réagi donc rapidement du côté des Indiens de Cleveland. Ils n'ont pas été les seuls, là, ceci étant dit. Là, je pense à Pedro Strop avec les Cubs, entre Ouais. autres. Mais tout ça pour dire que le message est quand même assez fort. C'est-à-dire, hey, les gars, si on veut jouer une saison de 162 matchs puis qu'on ne veut pas se retrouver encore comme l'année dernière avec des équipes qui sont pris avec des cas lourds et avoir un paquet de programmes doubles ici et là. Allons-y là, de façon intelligente. Alors, c'est correct et je pense que les équipes doivent réagir. Peu importe c'est qui, ça pourrait être un jeune joueur invité au camp d'entraînement comme un José Ramirez. Il faut vraiment que les équipes, les joueurs, les organisations comprennent. On vient d'annoncer qu'à peu près toutes les villes vont pouvoir recevoir un certain nombre de spectateurs, terminer les stades vides. Mais si on veut que ça soit comme ça, il faut appliquer le protocole. Je sais que ce n'est pas évident pour les joueurs, il est assez sévère, mais tu sais, Alain, on n'a vraiment pas le choix. Sinon, on va se retrouver avec des problèmes et peut-être des équipes là, qui vont être écartées, puis bon, ça va causer toutes sortes d'ennuis. Donc, c'est aussi bien d'être sévère dès le camp d'entraînement pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui, il faudra surveiller particulièrement, je pense, ce qui se passe au Texas, qui a décidé de déconfiner de façon sérieuse, comme si c'était terminé. Et bon, enfin, on n'ira pas du côté politique, sauf que sur le terrain, il faudra voir de la façon que ça va, tout ça va se développer au cours des prochaines semaines, une fois que la saison sera commencée. Aaron Boone avec les Yankees de New York, Marc, bon, il est déjà de retour, a subi, bon, il s'est fait installer un stimulateur cardiaque. Il a déjà eu des problèmes de cœur dans le passé. Puis là, il est déjà de retour, se sent déjà très bien. Bon, le problème, c'est que son cœur avait un coup de battement qui était très, très bas, ce qui inquiétait les médecins qui le suivaient. Il est déjà de retour. On peut se poser la question, on sait que gérant des Yankees de New York, c'est pas l'emploi qui est le moins stressant dans le baseball majeur, Ouais. quoique si ça avait été avec le père Steinbrenner, ça aurait été une autre histoire. Là. Mais bon, Aaron Boone, c'est une bonne nouvelle en soi pour l'individu. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'attarder. Oui, et puis tu l'as mentionné, ça fait un petit bout de temps. En fait, lorsqu'il jouait dans les collèges américains, où il a commencé il a su qu'il avait des problèmes au niveau du cœur, au niveau cardiaque. Et donc, c'est pas la première fois. J'ai aimé son attitude, hein, une attitude qui lui permettait de dire, écoutez, oui, c'est important, mais je vais m'en sortir. Ça a bien été d'ailleurs, tu l'as dit, il est déjà de retour. Il était très confiant. Évidemment, il est entre bonnes mains, il va être surveillé. Mais si on le laisse aller, Alain, c'est qu'on est convaincu, j'imagine, là, chez les médecins, qu'il est en mesure de poursuivre parce que tu l'as dit. Être gérant des Yankees, c'est pas là que tu vas être le plus zen, hein, puis le plus. C'est un emploi très, très stressant à plusieurs points de vue. Non seulement tu dois être en mesure d'amener ton équipe vers la victoire, mais d'affronter les médias aussi quotidiennement, comme Aaron Boone le fait. Alors, bonne nouvelle pour lui. C'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps, et pas juste des mauvaises. Oui. Quelques mouvements personnels, signature de contrat, et les deux que j'ai retenus. D'abord, Jackie Bradley, qui finalement Oui. va s'aligner avec les Brewers de Milwaukee. Je pense qu'on avait besoin de quelqu'un qui était fort en défense. Là. C'est clair dans le cas de Jackie Bradley, même si l'an passé,
Il a eu une de ses meilleures saisons offensives. En fait, son moyenne de présence sur des buts a été la plus haute de sa carrière. Sortir de Boston va lui permettre d'avoir une plus grande régularité. Marc, c'était son problème pendant tout le long de sa carrière. C'est est-ce que Jackie Bradley, c'est celui qui frappe 280 et qui est capable de se rendre sur les buts en volant de temps en temps, ou celui qui frappe 9e puis qui ramasse la balle, mais de qui on n'attend pas grand-chose? Ben, écoute, moi, j'ose croire que c'est un bon pari du côté des Mhm. Brewers. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a démontré, tu as dit qu'il n'a pas été très constant, et c'est vrai. Mais dans les moments où il est bon, il est vraiment bon et j'ai l'impression qu'on est capable. Tu sais, un changement d'air, on en parle souvent là, lorsque un joueur est établi avec une équipe depuis longtemps. Bon, parfois un changement d'air, un changement d'attitude. Je ne sais pas quelles seront vraiment les attentes en attaque, mais chose certaine, il va être très bon en défense. Et soudainement, tu regardes les voltigeurs du côté des Brewers, on va attraper la balle. Là. Ça va être, tu sais, je veux dire, on vient de s'améliorer, on vient d'aider cette équipe-là à être meilleure en défense. Mais moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Je sais on a acheté la serviette dans le cas des Red Sox pour lui. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait bien aller. J'ai l'impression que c'est un changement d'air qui pourrait être bénéfique pour lui. Il va se retrouver avec un Lorenzo Kane, ça ne peut pas nuire aussi. Tu sais, Christian Yelich, tu commences à te retrouver avec des gens pas mal de fun autour de toi. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait être bien bonne chose, moi, pour Jackie Bradley et évidemment pour son équipe. Oui, et l'autre, j'ai retenu, c'est le lanceur partant Jake Odorizzi, qui s'en va avec les Astros de Houston, les Astros qui ont cruellement besoin de lanceurs partants, Ouais. de lanceurs point final, vous allez me dire, mais Odorizzi qui s'en va donner des manches aux Astros de Houston. On va encore frapper cette année. L'absence de Springer va peut-être être compensée par le retour de Jordan Alvarez. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite chez les Astros de Houston. Tu sais, la fameuse fenêtre là, commence à se raccourcir chez les Astros parce que Carlos Correa Ouais. devient joueur autonome. Il y a eu plusieurs départs au cours des dernières années. Donc, Odorizzi s'en vient donner des manches de qualité à Houston. C'est un peu ce dont on avait besoin. Il était quand même le meilleur lanceur disponible, selon moi, le meilleur Mhm. lanceur partant sur le marché des joueurs autonomes. Et là, avec tous les problèmes dont tu as fait mention, parce que là, on cherche des bras du côté des Astros, Dorésier peut-être aller chercher un an de plus à un contrat. Là. Finalement, on lui donne un Ouais. contrat de 3 ans. Mais tu sais, c'est un bon lanceur. J'ai toujours pensé qu'il était mésestimé. On n'a pas l'impression qu'Odorizzi est un numéro 1, un numéro 2, mais tu regardes, Alain, son étoffe lorsqu'il est en santé, c'est un gars qui peut être très coriace. Une bonne prise, selon moi, du côté des Astros. Oui, tu as raison, la fenêtre est en train de se fermer. Tu as parlé des joueurs qui ont commencé à quitter. Il y a entre autres George Springer qui n'est plus là. Donc, Mhm. on va le sentir, là, évidemment, du côté des Astros, mais je pense on vient de faire une très bonne chose. En fait, on vient d'être une meilleure équipe avec l'ajout de Odorizzi. Maintenant, souhaitons qu'il reste en santé parce que les blessures au niveau des lanceurs partants chez les Astros commencent à me faire penser aux Angels il y a quelques années, Alain, avec tous ces lanceurs Ouais. blessés. Mais à un moment donné, tu as besoin de bras et je pense que Dorizzi était le choix logique. Je sais qu'on a payé plus cher qu'on voulait, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop de choix là, du côté de Houston. Est-ce que le défi, dans le fond, je mets en parallèle là, les embauches de Bradley puis d'Odorizzi, est-ce que c'est pas un peu le même défi? Dans le fond, on a parlé du manque de constance de la part de Bradley. Je pense que la feuille de route d'Odorizzi est peut-être un peu supérieure dans l'ensemble. Si on tient compte strictement de l'attaque, parce que Bradley, je pense qu'en défense, on peut s'entendre qu'il a fait le travail là, avec les Red Sox de Boston, compte Ouais. tenu des voltigeurs qui étaient à côté de lui là, depuis qu'il est là. Odorizzi, j'ai l'impression que là aussi, un petit peu plus de constance, ça pourrait permettre à Odorizzi et Greinke peut-être de paver la voie à d'autres lanceurs. Il y en a des lanceurs talentueux chez les Astros de Houston. Ça prend juste quelqu'un pour montrer la voie. Là. Et c'est jamais une mauvaise chose d'avoir des gars comme ça. Tu sais, Odorizzi, comme on l'a dit, son bagage est important. Tu as parlé de Greinke, c'est 2 vétérans. Mais moi, en fait, on ne peut jamais connaître c'est quoi l'avenir au niveau des blessures. Mais chose certaine, on vient d'aller chercher un bras de qualité qui pourrait Ouais. facilement se retrouver parmi les deux premiers partants de cette équipe-là, si jamais on a des problèmes au niveau de McCullers, par exemple. Ouais. L'autre, c'est une décision qui a été rendue par les Nationals de Washington. On avait mis sous contrat Jerry Jeffress. Tardivement, à ma surprise, je dois l'admettre, Marc, Jeffress,
C'était un des meilleurs releveurs de la Ligue nationale l'année passée. Ça avait été le cas il y a 2 ans aussi avec les Brewers de Milwaukee, l'année passée avec les Cubs. Ça a pris du temps avant qu'on l'embauche. Et là, oups, sans qu'on donne d'explication, les Nationals de Washington le laissent aller. Euh, bon, il y a un passé avec Jeremy Jeffress. Bon, avec des consommations, de substances illicites, anxiété également. Bon, Jeffress disait qu'il souffrait d'épilepsie infantile quand il était plus jeune, etc., etc. Sauf que ça allait quand même bien. Et au cours des 3 dernières années, c'est le meilleur releveur de la Ligue nationale. Et tout d'un coup, sans explication, on le laisse aller. Puis, moi, ça m'a étonné que le marché soit aussi pauvre pour un gars comme Jeremy Jeffress. Écoute, il y a anguille sur roche à quelque part, Marc. Je peux pas croire qu'on ait laissé aller ce gars-là sans raison valable, importante et qui pourrait mettre sa carrière en jeu. Et non seulement ça, Alain, mais il était un joueur invité. Il avait un contrat des ligues mineures. C'était même pas un contrat Oui. des ligues majeures qu'il avait. Écoute, la direction des Nationals ne vont, on n'en dira pas plus. On a dit que c'était une Ouais. décision au niveau. C'est pas au niveau baseball. C'est ce qu'on a confirmé, c'est que c'était pas une décision baseball. Donc, il faut y aller du côté personnel. Là. Et on l'a libéré. Je sais que Jeffress a répliqué sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas correct, qu'on lui donne mauvaise intention, peu importe, mais ça reste qu'une organisation qui agit de la sorte quand on pense que Jeffress aurait pu certainement aider cette équipe-là en relève. Effectivement, il y a anguille sous roche, c'est clair. On va avoir cette histoire-là qui va débloquer éventuellement, mais c'est très bizarre et Ouais. c'est drôle parce que le directeur général Rizzo qui a mentionné non, on n'en parlera pas. Là, on a essayé d'aller au niveau de Martinez, on a essayé de parler aux joueurs. Et je pense qu'il y a un mot d'ordre, c'est que personne ne peut parler de cette situation-là. Faites juste dire que vous n'êtes pas au courant. Parce que tu vois là, que toute la ligne derrière, là, c'est la même chose. Donc, Alain, c'est quand même quelque chose selon les Nationals, en tout cas, qui est assez importante pour qu'on puisse le libérer sans donner d'explication. Oui. Bon, un mot sur David Price. David Price, j'ai lu, Marc, au cours des dernières heures, là, que Price, bon, de retour cette année avec les Dodgers, il faut se rappeler qu'il est là. C'était le cadeau des Red Sox pour obtenir Mookie Betts. Ouais. Bon, C'est vrai. ça faisait partie de l'échange. Écoute, de ce côté-là, David Price est prêt à les lancer en relève. On sait qu'on a déjà un gros trio au monticule. On va carburer avec Walker Buehler, avec Clayton Kershaw, avec Trevor Bauer qui va s'ajouter avec eux. Bon, on a quelques trophées Cy Young. Certains, on en a déjà 3, probablement un 4e avec Buehler à un moment donné, si jamais son étoffe se concrétise sur le terrain. Les Dodgers qui ont une masse salariale qui est amplement plus grande que n'importe qui, puis ça inclut les Yankees de New York cette année. Quel sera le rôle de David Price cette année? Ben écoute, Alain, en passant, c'est près au 60 millions de plus que n'importe qui, imaginez, la masse salariale des Dodgers. Écoute, Alain, il a même manifesté le fait que lui, il va s'ajuster au rôle qu'on va lui donner. Donc, si c'est comme partant, évidemment, il a l'expérience, il a toujours été partant, ou presque. Je sais qu'il a commencé sa carrière comme releveur, mais c'était à ses débuts. Donc, il est prêt à venir en relève, que ce soit longue relève, courte relève. Tu sais que Price n'a pas lancé l'an dernier, rappelez-vous. D'ailleurs, il a fait sa première sortie là, au camp d'entraînement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une manche impeccable, en fait 11 tirs dans la manche et c'était déjà terminé. Écoute, il peut aider les Dodgers, surtout si on l'utilise d'une façon, quelques départs ici et là, dépendamment de la santé des lanceurs partants. Mais c'est un gars qui peut drôlement aider son équipe. Oui, il coûte cher, évidemment, mais ça n'a pas l'air à déranger trop les Dodgers. Alors, écoute, tu sais, partout où il est passé, David Price, oui, il a fait plusieurs équipes, mais tu sais, il a quand même laissé une bonne impression partout où il est passé. C'est-à-dire que c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui est capable d'en donner. Alors, il agit en bon vétéran, il voit la situation, il n'est pas fou, c'est devant lui. Et je pense qu'il voit aussi que son équipe peut aspirer aux grands honneurs à nouveau cette année. Donc, il se range du côté du joueur d'équipe en disant publiquement que je vais essayer de jouer le rôle qu'on va me donner. Je trouve ça correct.
Et j'espère qu'il pourra en donner suffisamment aux Dodgers parce que, comme je l'ai mentionné, si ce gars-là lance, et lance pas autant de manches que par le passé, donc reste en santé, mais peut devenir drôlement efficace. Qui sait, pourrait mettre la table éventuellement. On ne sait pas trop, mais en tout cas, chose certaine, je trouve que son attitude est la bonne à quelques semaines, en fait, du début de la saison. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, Marc, pour l'ensemble de la société. Bon, il y a des spectateurs, on en a mentionné, on en a glissé un mot tantôt, les spectateurs seront de retour dans les gradins. Dépendant des endroits, il y aura des restrictions. Ça, c'est une bonne nouvelle. La seule interrogation, qu'est-ce qui va arriver avec les Blue Jays de Toronto? Ça va dépendre d'un paquet de choses. La saison des Ligues mineures est retardée. Et Marc, l'explication principale, on ne l'a pas dit comme tel, mais j'ai l'impression qu'on veut se donner un peu de temps pour que la campagne de vaccination atteigne le plus de gens possible. J'ai l'impression que c'est un peu la raison pour laquelle on a retardé la saison des Ligues mineures. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une bonne nouvelle pour à peu près tout le monde. Tout le monde l'a bien pris aussi. Tout le monde a réalisé qu'effectivement, ça faisait du sens. Là, je parle au niveau du 3A, là, des ligues Mm-hmm. mineures, en fait, pas juste du 3, mais des ligues mineures qui commencent un mois plus tard. On va quand même créer un peu ce qu'on avait fait l'année passée, des espèces de sites d'entraînement pour le premier mois de la saison. Donc, les joueurs qui sont au camp d'entraînement actuellement, qui ne feront pas partie, évidemment, des 26 joueurs, ben, vont pouvoir continuer, évidemment, à s'entraîner tout au long du prochain mois, en attendant, évidemment, le début de la saison au niveau des ligues mineures. Il y aura toujours ce fameux taxi squad qu'on appelle, qui va suivre ces 5 joueurs qui vont pouvoir suivre l'équipe, surtout à l'étranger. Ça, évidemment, ça fait partie des nouvelles règles. Au niveau des spectateurs, Alain, on parle entre 15 et 20 là, des capacités au niveau des stades. Écoute, je pense que les joueurs vont être très heureux, même si c'est quoi, 7, 8, peut-être 9 000 spectateurs, dépendamment de la dimension des endroits. Mais ça va quand même donner une certaine ambiance. Ça reste, Alain, un spectacle, le baseball, et de jouer, Ouais. en fait, tous les sports, là, mais de jouer sans spectateurs, c'est sûr que parfois, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus long. Là, au moins, il y aura un spectateur. Alors, on espère que ça va bien fonctionner, que ça ne créera pas de cas, évidemment, qui va aussi le nombre de cas au niveau de la COVID-19. Mais en tout cas, je pense qu'on est prudent. Je sais que ça va par État. Là. Il y a des États qui sont plus libérateurs que d'autres à ce niveau-là, mais je pense que tout le monde est quand même assez heureux. Et jusqu'à maintenant, au camp d'entraînement, ça fonctionne bien. La plupart des sites de camp d'entraînement acceptent aussi des spectateurs. Donc, on va toucher du bois, mais pour l'instant, ça va relativement bien. Bon, Marc, on va commencer bientôt à analyser les équipes et on va en profiter pour regarder un peu les recrues qui pourraient s'illustrer au cours de la saison qui vient. Juste dire qu'on ne s'est pas consulté, question de regarder un peu si chacun de notre côté, on avait les mêmes joueurs. Je vais te laisser aller avec les 3 recrues que tu as retenues dans la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, là. Non, Mais les mais 3 recrues. en fait, Alain, puis il faut juste noter que exceptionnellement, bon, il y a plusieurs joueurs qui ont joué dans le baseball majeur l'an dernier, mais qui n'ont pas atteint le nombre de matchs, ou en fait, on appelle ça des jours, là, Ouais, n'ont pas atteint le nombre de jours, donc ils sont à nouveau admissibles à être recrues cette année. Donc, ce qui, je ne vais pas brouiller un peu les cartes, mais c'est un peu différent, ça. Donc, il y a des noms qui vont être un peu plus familiers. Bon, évidemment, dans la nationale, écoute, dans l'ordre ou dans le désordre, moi, je pense que Sixto Sanchez va se démarquer drôlement avec les Marlins. Déjà, il a été impressionnant l'an dernier. Là, on parle évidemment de la Ligue nationale, Sanchez avec les Marlins ouais. de Miami. Bien, ça, c'est un candidat, Alain, à surveiller. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Et cette expérience-là de l'an dernier, bien, tu comprendras qu'il va l'amener cette année. Alors, Ouais. certainement à suivre. Moi j'aime bien Dylan Carson des Cards de Saint-Louis. Bon, Alain, tu vas me dire, j'ai un peu de favoritisme, un voltigeur, c'est un gars que j'aime beaucoup, frappeur ambidextre. Et un côté que tu aimes beaucoup, peut-être, c'est que c'est un frappeur très patient, donc très Mhm. bon athlète en général. Alors, lui est certainement considéré, là, on reste évidemment dans la Ligue nationale. Et le troisième but des Pirates de Pittsburgh, M. Hayes, qui est Brian Hayes, Ouais. que j'aime beaucoup, qui joue dans un environnement bon, qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'attentes avec les Pirates de Pittsburgh, mais je pense qu'il va avoir un impact dès cette année. Bon, ceci étant dit, il y a d'autres prospects
de d'autres. Mais là, on parle de recrues possibles, de recrues de l'année cette année possible. Là, je pense que c'est là qu'on s'en allait. Évidemment, Oui. il y a d'autres possibilités, mais je pense que dans le top 3, là, ça peut jouer avec ces trois-là. Bon, Oui. Écoute, évidemment, dans les. on aurait pu ajouter Ian Anderson. Je vais te laisser parler, là, mais Oui. il y a des joueurs qu'on aurait pu nommer. Il aurait peut-être fallu aller, Alain, avec toute la qualité des joueurs, là, je pense qu'on aurait peut-être pu aller avec un top 5 dans chacune des Ouais. ligues. Ben, écoute, le nom que tu viens de nommer, il était le premier sur ma liste, Ian Anderson, des Braves d'Atlanta. Ce qu'il a montré l'année passée, c'est pas seulement son étoffe, mais sa présence au monticule. On sent que ce gars-là est pratiquement prêt à appuyer pas Max Fried, là, mais le Canadien avec les Braves d'Atlanta, là, qui était blessé l'année Soroka. passée. Soroka, exactement. J'ai l'impression que ces deux-là sont presque prêts à être un gros 1 et 2, même s'ils sont très jeunes tous les deux. Donc, Ian Anderson, moi, était le premier que j'avais sur ma liste. Et le deuxième, bon, Brian Hayes était sur ma liste. Ce qui m'intrigue, et c'est pas que ça me préoccupe, ce qui m'intrigue, Marc, c'est que ce qu'il a montré l'année passée, c'est exceptionnel. Il est encore admissible pour être recru là, cette année. Il a même reçu des votes pour être recru de l'année en 2020. Ben oui. Bon, Ouais, donc, c'est quoi que vrai. c'était une année un peu spéciale. Donc, Hayes faisait partie. C'est juste que on regarde ce qu'il a fait dans les mineurs. C'est pas que c'est mauvais, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a accompli dans un échantillon plus mince avec les Pirates de Pittsburgh. De soutenir ce qu'il a fait l'année passée, je pense que c'est un peu Non. s'attendre beaucoup trop, là. Mais j'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir. Donc, moi, oui, je dirais, j'ai très hâte de voir ce qu'il va apporter aux Pirates de Pittsburgh. Et le troisième nom que j'ai, lui, je pense que ça fait assez longtemps qu'il attend. Là. Il aurait dû jouer l'année passée à mes yeux. C'est Gavin Lux des Dodgers de Los Angeles. Kiki Hernandez ne sera pas de retour cette année. J'ai l'impression que Lux, on va le voir de façon plus régulière avec les Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers, bon an, mal an, nous amènent tout le temps, même avec une masse salariale qui est au plafond, nous amènent tout le temps une recrue. Puis je pense que C'est cette vrai. année, ça va être Gavin Lux. Puis si je peux me permettre un autre nom, lui, je pense qu'on va le voir cette année, c'est Mackenzie Gore avec les Padres de San Diego. On en parle Ouais. énormément. Ça fait Ouais. une couple d'années qu'il est dans le top 10. Il a joué très peu au niveau 2A il y a 2 ans. Il n'a pas joué l'année passée. Mais l'étoffe que ce gars-là, on dit qu'il est déjà prêt. Il a démontré un excellent contrôle dans le baseball mineur. Généralement, quand on monte dans le baseball majeur, bon, il y a des papillons qui font en sorte que, bon, tu vas peut-être rater le marbre, mais avec l'étoffe qu'il a, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un impact dès cette année, alors que cette équipe-là a de grandes attentes. Donc, c'est un peu les noms que j'avais retenus. Maintenant, si on passe à la Ligue Je, américaine, Marc, je ne sais pas si c'est. ben, Oui, je te laisse commencer pour l'américaine. bon, écoute, les deux premiers noms sont de la même équipe. Le premier, je suis convaincu. Ben, les deux sont sur ta liste. Le contraire serait Oui, oui, étonnant. oui. Le Wander Franco aurait joué l'année passée si ça n'avait pas été de ces circonstances-là. Wander Franco, encore une Exact. fois, pour la deuxième année de suite, c'est le prospect numéro 1 dans le baseball majeur, en raison des circonstances qu'on connaît. Puis cette année, il va jouer. Euh, il a tous les outils, semble-t-il, pour réussir. Et bon, les Rays sont en voiture, puis c'est pas le seul prospect, là. Le deuxième, bon, on l'a vu au mois de septembre, au mois d'octobre l'année passée. Oui, Randy Arozarena, il est encore admissible. Sera-t-il aussi spectaculaire pendant une saison de 162 matchs, un peu comme qui Brian Hayes? Ce serait un peu trop lui en demander. Mais on a vu à quel point ce gars-là est spectaculaire et juste cet aspect-là, je pense qu'il pourrait prendre la place dans la Ligue américaine que Fernando Tatis Jr. prend dans la Ligue nationale. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point, là, je ne dis peut-être pas au niveau du rendement, mais sur le plan de l'énergie que ce gars-là amène sur le terrain. Et mon troisième choix, en fait, j'en ai deux. Si je peux me permettre, Marc, je vais m'en prendre deux. Ben Il y oui, en ben a, oui, Alain. il y en a un qui n'est pas si sexy que ça, mais quiconque a suivi les Red Sox de Boston l'année passée, on se rappelait de Bobby Dalbec, qui a excellé l'année passée au premier but. On sait qu'on n'en a pas eu de premier but avec les Red Sox, ou à peu près pas. Il y a Mitch Moreland qui a joué, qui n'a pas fini l'année avec les Padres, et on a donné le premier but à Bobby Dalbec. Écoute, il a frappé dans les ligues C'est vrai. mineures. Là, il s'en va avec les Red Sox de Boston. Puis Marc, il va jouer avec les Red Sox de Boston. C'est pour ça que moi, je Oui, garderai un œil attentif sur ce gars-là, en sachant c'est qu'il vrai. va jouer. Puis l'autre, c'est Jared Jelenic. Bon, on en a entendu parler beaucoup en raison de la controverse entourant les Mariners de Seattle.
Compte tenu de la controverse, moi, je pense qu'il va commencer l'année avec Seattle, juste question de bien faire paraître à peu près tout le monde. Si on demande à Jelinek, lui va vous dire que ça fait 2 ans qu'il est prêt. Pas de mauvaise idée d'être confiant. Je te dirais même que c'est un atout. Donc, ce sont les joueurs là, que j'ai retenus. J'en ai quelques autres, mais je vais te laisser aller. Je pense que pour les deux Ouais, premiers, on n'y aura pas d'argument là-dessus ouais. entre les deux. Là. Non, absolument pas. C'était les deux que j'avais sur la liste aussi. Bon, par la suite, comme j'ai mentionné, on aurait pu aller au top 5. Mm-hmm. C'est deux excellents choix que tu as nommés. Il y a Kirillov avec les Twins qui semble Ouais. être prêt aussi à faire un peu de dommages. Frappeur naturel. Évidemment, je suis toujours attiré un peu plus vers les frappeurs. Alain, je suis désolé. Ouais. C'est un peu comme ça. On a plus de Ron frappeurs que de lanceurs. Mountcastle, Oui. ouais. Il y a Mountcastle avec les Orioles de Baltimore qui a fait bonne impression l'année dernière, lui aussi, qui est encore admissible cette année, qui pourrait certainement être un joueur à surveiller. Bon, il y a des noms qu'on n'a pas mentionnés. Est-ce que Nate Pearson avec les Blue Jays, bon, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'on va lui en demander beaucoup à Nate Pearson parce que, bon, on a une belle équipe en attaque. Le point d'interrogation reste au monticule. Est-ce que Nate Pearson pourra se faufiler parmi les meilleurs recrues? Il a certainement les habiletés, le bras pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il peut rester en santé? Mais je pense que c'est un nom qu'on va entendre parler évidemment cette année. Et il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Il y a McKenzie. Écoute, vraiment, là, je pense, Alain, avec la recherche qu'on a pu faire sur les recrues cette année, on aurait probablement même pu y aller par section tellement qu'il y a Ouais. quelques bons joueurs qui se retrouvent là, présentement là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de profondeur dans la Ligue américaine? Moi, en faisant ma liste, j'avoue, j'ai eu plus de difficultés à décortiquer le tout, à part les deux premiers là, qui semblaient assez évidents de part et d'autre, et à peu près tout le monde. Je t'avoue que dans la Ligue américaine, je trouvais qu'il y avait énormément de profondeur. Tristan McKenzie faisait partie de la liste. C'est un gars Ben intriguant. écoute, puis Puis, Davy on Garcia pourrait, en est un autre. écoute, c'est tous des noms. Effectivement, la Ligue américaine, c'était beaucoup plus difficile de prendre un top 3 à ce niveau-là. On aurait pu aller un petit peu plus. C'est un petit peu plus léger dans la Ligue nationale. Ceci étant dit, on aura certainement de belles surprises. Moi, ce que je retiens, par exemple, Alain, dans tout ça, c'est que je vois l'avenir d'un bon œil. Là. Je vois, bon, en lisant la biographie, en lisant les détails sur ces jeunes joueurs-là, il y a une belle relève qui s'en vient, puis c'est pas terminé. Puis là, je sais qu'on a coupé les repêchages à 5 rondes, puis ça pourrait peut-être jouer un tour dans 2 ans, 3 ans, en espérant qu'on revienne à un nombre de rondes qui va faire un peu de sens. Mais je trouve que la qualité des athlètes que l'on retrouve, on parle de frappeurs ambidex, on parle déjà de frappeurs extrêmement patients. On a l'impression, Alain, que les joueurs dans les programmes universitaires, on les prépare beaucoup mieux euh, pour faire le saut dans le baseball professionnel. Et on le voit maintenant, c'est pas rare que les joueurs passent 1 an et demi, 2 ans, puis whoop, ils ont déjà un impact au niveau des ligues mineures, puis ils ont un impact par la suite au niveau des ligues majeures. Bon, évidemment, la saison 2020, on va l'oublier là, avec la COVID et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça rafraîchissant de voir la qualité des athlètes qui s'en viennent, la qualité des bras aussi des lanceurs, mais la qualité des frappeurs ambidex, des frappeurs plus intelligents. Les gens, ils s'inquiétaient des défenses adaptées. Rappelle-toi, parce que les défenses adaptées, ça commence, ça fait un petit bout de temps. Bien, c'est cette jeune génération-là qui arrive, qui va faire en sorte, selon moi, qu'il y en aura beaucoup moins de défenses adaptées parce que ce sont des frappeurs beaucoup plus complets qui s'en viennent, moins des frappeurs unidimensionnels, le gros frappeur gaucher qui fait juste tirer la balle. On en voit de moins en moins, sinon presque plus au niveau des collèges américains. Donc, il y a un bon travail de soutien qui se fait derrière. Je pense qu'il faut le souligner. Oui, il y a des programmes universitaires qui ont écarté leur programme de baseball au fil des années. Puis je me demande si ce qui se passe. Il y a plus de 200 programmes américains dans les universités de première division. Là. Je ne parle même pas de deuxième et de troisième division. Il y a des bons athlètes en deuxième et troisième. Il y en a qui ont fait le baseball majeur. Là. Exact. Mais en première division, il y en a plus de 200 de ces programmes. Et est-ce qu'il pourrait s'en rajouter d'autres? L'autre aspect dans le baseball universitaire, c'est pour ça que l'impact de l'année 2020 va se faire sentir au niveau universitaire. Le calibre ne sera Ouais. jamais aussi élevé parce qu'on en a déjà parlé, Marc.
il y a des joueurs qui n'ont pas pu jouer l'année passée qui auront droit à un sursis, donc à une autre année cette année. Donc, le calibre n'aura jamais été aussi élevé et ça aura un impact sur le repêchage aussi cette année. Donc, écoute, les jeunes qui sont dans les écoles secondaires sont mieux de s'attacher. J'ai l'impression que les recruteurs vont être davantage dépêchés vers les universités et les collèges de première, deuxième année que vers les écoles secondaires. Écoute, ça reste à suivre, mais Ouais, comme je l'ai dit, je trouve ça rafraîchissant d'avoir d'aussi bons athlètes. ouais. Choisir le baseball, premièrement, puis de tenter de se développer dans ça. Donc, il y a une belle relève à ce niveau-là et on espère évidemment qu'on aura l'occasion de voir ces joueurs-là tout au long d'une saison complète cette année en 2021. Oui, on a bien hâte. Écoute, c'est dans 3 semaines déjà, ça va passer très rapidement le match d'ouverture du baseball majeur. On sera là dès la première semaine, nous, d'activité dans le baseball majeur, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des équipes, j'ai l'impression, il y a quelques équipes que j'ai en tête qui pourraient surprendre, Marc, mais on aura l'occasion d'en discuter là, lors d'un prochain balado. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, faites attention à vous. Les choses vont bien, on voit la lumière au bout du tunnel, mais je pense que là, on commence à voir un petit peu le soleil, le printemps s'en vient. Ça signifie que le baseball aussi s'en vient. Bref, je pense que toutes les raisons vont d'être optimistes. À la prochaine.